Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme promis, je vous ai fait un épisode qui est, comme vous le constatez, assez conséquent. J'ai vraiment passé du temps à créer cet épisode qui va se concentrer donc sur le constat global de notre planète, de notre situation à tous en tant qu'être humain. Je vais vous donner tout un tas de chiffres, de statistiques, vraiment ce sont des faits, tout est disponible publiquement, je vous ai mis tous les liens dans la description, vous pouvez tout rechercher par vous-même, voilà, je n'invente rien et tout est écrit sur internet, il y a de tout, hein. De toute façon on peut trouver beaucoup de conneries bien sûr, mais j'ai quand même fait des recherches sérieuses et vous allez voir que le constat qu'on peut en faire est assez alarmant. Alors en 2024, hein, notre monde il est confronté donc à une conjoncture complexe qui est marquée par des tensions géopolitiques qui se sont accumulées avec le temps. Il y a aussi des défis économiques persistants, une pauvreté endémique qui s'accroît, une insécurité alimentaire croissante, des taux de mortalité et de natalité variables en fonction des régions, et puis aussi des inégalités de richesse significatives, hein. Et cette situation, elle exige, selon moi, une analyse précise et chiffrée pour comprendre un petit peu les dynamiques en jeu et même envisager des solutions adaptées. Et donc, dans cette première partie de cet épisode, on parlera bien évidemment des tensions géopolitiques et des conflits armés, hein. Normalement, vous avez le descriptif dans la description de YouTube. Et donc, on va parler un peu des conflits armés qui se multiplient, qui affectent diverses régions du globe. En 2023, un premier chiffre, hein, déjà pour vous, c'est 59 conflits armés qui ont été recensés. Donc c'est un nombre record, hein, depuis 1946, avec près de la moitié qui se déroule en Afrique. Il y a des tensions notables aussi persistantes entre grandes puissances, bien sûr, entre les États-Unis, la Chine et la Russie, hein, qui influencent les relations internationales et la stabilité mondiale. Dans la deuxième partie de l'épisode, on parlera des défis économiques. L'économie mondiale est mise à l'épreuve en fait, hein, par des rivalités économiques, des sanctions internationales, des crises énergétiques, etc. Et donc on va essayer de parler un petit peu on va faire des projections, des prévisions pour 2025 qui vont indiquer une croissance inégale, avec certains secteurs en récession et même d'autres qui seront en expansion. Et ça reflète, hein, les disparités entre les régions. On parlera aussi de la pauvreté et des inégalités de richesse. La pauvreté elle demeure un défi majeur, hein. Il y a 44% de la population mondiale qui vit avec moins de 6,80 $ par jour. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est abusé. Et c'est un chiffre qui stagne depuis 1990, en raison de la croissance démographique. Et en plus, la source, c'est la Banque mondiale, hein, qui le cite. Et donc les inégalités de richesse se creusent et exacerbent, hein, les tensions sociales et économiques. On va se concentrer aussi dans cet épisode sur l'insécurité alimentaire et les famines. En 2023, il y a 733 millions de personnes qui ont été confrontées à la faim, donc ça fait à peu près une personne sur 11 dans le monde et une sur 5 en Afrique. Et donc les crises climatiques mondiales amènent bien sûr des crises alimentaires, hein, mais des conflits et puis des changements significatifs qui aggravent l'insécurité alimentaire et qui rendent donc l'accès à une alimentation saine vraiment de plus en plus difficile, hein, pour de nombreuses populations, et de plus en plus. On parlera aussi de la mortalité et de l'espérance de vie, hein. Il y a quand même deux, trois petites choses qu'il faut rappeler aussi. L'espérance de vie augmente quand même petit à petit. Et donc, on peut quand même faire un constat, c'est que les taux de mortalité varient selon quand même les régions. Ça dépend des régions. C'est influencé pardon, par des facteurs tels que les maladies, les conflits et les catastrophes naturelles. Et donc, l'espérance de vie mondiale, elle est estimée à peu près à 73,3 ans, avec des disparités, hein, significatives entre les pays développés et ceux qui sont en développement. On va parler aussi, vous allez voir, des natalités et des croissances démographiques. La population mondiale, elle a atteint à ce jour, que je fais mes recherches, 8,16 milliards en 2024, avec des taux de natalité et de croissance démographique qui varient considérablement entre les régions. Vous allez voir, on va le détailler tout ça après. Et l'Afrique, par contre, elle affiche un taux de natalité de 30,8 pour 1000, tandis que l'Europe présente un taux de natalité de 8,4 pour 1000. Et donc ça reflète quand même, vous voyez, les dynamiques démographiques qui sont vraiment très contrastées. Nous allons parler aussi des inégalités de richesse. C'est une partie sur laquelle je voulais vraiment me pencher aussi.
Les inégalités de richesse, je vais y arriver, persistent avec une concentration significative des ressources entre les mains d'une minorité. Et tandis qu'une grande partie en fait de la population mondiale vit dans la pauvreté. Et ça, c'est insupportable. Et donc cette disparité, elle alimente les tensions sociales et entraîne le développement durable. Et donc face à ces défis interconnectés, si je puis dire, eh bien, il est crucial de dresser un constat précis et chiffré de l'état de notre monde en 2024 afin d'informer les politiques publiques et les initiatives internationales qui viseront à promouvoir la paix, la prospérité, le bien-être pour tous. Mais bon, voilà, je sais qu'on n'est pas on n'est pas chez Babar. Voilà, c'est un monde cruel. Voilà, donc j'espère que déjà ce petit topo sur cet épisode va vous plaire. Vous allez voir, c'est un épisode assez long, mais on va détailler tout ça point par point. Allez, commençons par la première partie. Alors, dans cette première partie, comme je vous l'ai annoncé plus tôt, nous allons parler des dynamiques géopolitiques contemporaines. On va essayer d'analyser un petit peu les conflits en cours dans le monde entier, les tensions géopolitiques majeures et les relations entre puissances mondiales. Alors, en 2024, le paysage géopolitique mondial est vraiment marqué par une intensification des conflits armés et des tensions accumulées entre les grandes puissances. Du coup, ça influence profondément la stabilité internationale et le bien-être des populations civiles. On va faire un petit topo rapide sur les conflits armés en cours. Selon l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, donc le PRIO, il y a à peu près 59 conflits donc armés qui ont été recensés en 2023. Donc c'est un nombre record depuis 1946, avec près de la moitié, donc 28, qui se déroulent en Afrique. Concernant l'Europe, la guerre en Ukraine, elle a débuté donc en 2022, mais bon, je pense qu'elle a commencé peut-être même un peu plus tôt. Elle persiste avec des affrontements intenses entre les forces ukrainiennes et russes qui entraînent des pertes humaines significatives et des déplacements massifs de population. Alors je ne peux pas donner de chiffres précis sur le nombre de morts, ça serait inexact de ma part de vous dire que j'aurais des chiffres précis. Voilà, c'est pas clair, donc je ne mets pas de chiffres là-dessus. Concernant le Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, et qui a évolué en plus, comme vous le constatez en ce moment, connaît une recrudescence de la violence, et notamment à Gaza. Mais bon, dans tous les autres pays qui sont aussi en lien avec cette guerre, qui sont à côté, les dommages collatéraux, je vais y arriver, et qui affectent donc principalement les civils, c'est eux qui sont les premières victimes. Et par ailleurs aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a le Yémen qui demeure en proie à une guerre civile vraiment complexe qui implique diverses factions et des interventions étrangères. Et d'autres pays, bien sûr, je ne peux pas tout dire dans la vidéo, mais il y a bien d'autres pays aussi. Alors après, il y a l'Afrique, il y a plusieurs pays dans l'Afrique qui sont le théâtre de conflits armés, notamment le Soudan, avec des affrontements entre l'armée régulière et des forces paramilitaires qui ont provoqué des milliers de morts et des millions de déplacés. C'est abusé. Et le Sahel est également touché aussi par des insurrections djihadistes et des tensions intercommunautaires. En Asie, il y a des tensions persistantes en Afghanistan avec des activités insurgées, tandis que la Birmanie, donc le Myanmar, est confrontée à une guerre civile entre la junte militaire et diverses forces d'opposition. Alors ça nous amène à parler un peu de relations entre puissances mondiales. Les relations entre les grandes puissances sont caractérisées par des rivalités stratégiques et des alliances fluctuantes. Par exemple, les États-Unis et la Chine. Les tensions sino-américaines se manifestent par des différends commerciaux, des désaccords sur Taïwan, des compétitions technologiques. Et donc, malgré des tentatives de dialogue, la méfiance, elle persiste et elle alimente une course aux armements et à des démonstrations de force dans la région Indo-Pacifique. Il y a aussi les États-Unis et la Russie. Comme vous pouvez le constater actuellement, les relations restent tendues en raison du conflit en Ukraine. Il y a des tensions économiques mutuelles et des accusations d'ingénierie électorale. L'OTAN a renforcé sa présence en Europe de l'Est et ça exacerbe les tensions avec Moscou. Bon, en plus, on a vu dernièrement que Macron a organisé un peu le rendez-vous après Notre-Dame, vous savez, avec Zelensky et Trump. Donc il y a eu poignée de main, voilà, ça a discuté et tout.
Et puis bien sûr, l'Union européenne, hein, l'UE, elle cherche à renforcer son autonomie stratégique face aux incertitudes qui sont liées aux engagements américains et même aux menaces par rapport aux frontières orientales. Hein. Et donc les débats internes sur le financement de la défense et de la solidarité entre les États membres sont vraiment au cœur des préoccupations. On va faire un peu de chiffres encore, je vais vous en apporter quelques-uns là, sur les dépenses militaires mondiales. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. En 2023, les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau record de 2443 milliards de dollars. Donc c'est une augmentation de 6,8% par rapport à 2022. Et voilà, c'est quand même assez important. Les États-Unis, quant à eux, il y a eu à peu près 877 milliards de dollars qui ont été dépensés. Les États-Unis représentent quand même 39% des dépenses militaires mondiales, sur les 2443 milliards de dollars. On a la Chine, donc, qui est le deuxième plus grand dépensier. Elle a réparti environ 292 milliards de dollars à sa défense. Et cela marque donc la 28e année consécutive d'augmentation de son budget militaire. Et en plus, je vous ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur la conquête lunaire. Vous avez compris que les Chinois, ils commencent à monter très très haut. La Russie, donc les dépenses militaires russes, elles ont atteint 86 milliards de dollars, donc une augmentation de 9,2% par rapport à l'année précédente. Mais bon, je pense que c'est par rapport aux diverses guerres qu'il y a actuellement et les stratégies qu'il y a aussi avec, vous avez pu constater qu'en Syrie, il se passe, Bachar el-Assad s'est fait dégager correctement et tranquillement. Et donc du coup, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bref, il est reparti en Russie, chez son pote Poutine. Et donc du coup, ça va créer peut-être potentiellement d'autres problèmes ou même... on verra. On fera peut-être un épisode là-dessus prochainement. Et puis l'Europe, pour finir un petit peu sur ce point-ci, les dépenses militaires des pays européens, ils ont augmenté de 13% en 2023. Donc c'est quand même la plus forte hausse annuelle depuis la fin de la guerre froide, en réponse aux menaces perçues à l'Est, bien sûr. Allez, faisons un petit peu un point sur l'impact sur les populations civiles. Les conflits armés, en fait, elles ont des conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Donc ça entraîne des pertes humaines, des déplacements massifs, des crises humanitaires, et je vous passe tous les détails. En 2023, il y a à peu près 122 000 personnes qui ont perdu la vie dans des conflits, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l'année précédente. Mais encore une fois, je reste très prudent sur ces chiffres, car ce sont des chiffres publics, et selon moi, on ne dit pas tout. Donc, très chères auditrices, très chers auditeurs, ne m'en voulez pas si je ne vous donne pas des chiffres précis là-dessus, j'avoue que c'est impossible à savoir. Malheureusement, les enfants sont particulièrement vulnérables aussi parce qu'ils subissent des violences, des recrutements forcés, des privations, et je vous passe aussi les autres détails. Donc, en gros, la situation géopolitique mondiale en 2024, elle est quand même marquée par une multitude de conflits armés et puis de tensions entre grandes puissances. Ça alimente une augmentation des dépenses militaires, des souffrances civiles. Voilà, c'est fatigant. Et donc, la complexité de ces dynamiques, elle nécessite une attention continue et des efforts diplomatiques qui sont soutenus, des efforts diplomatiques soutenus pour promouvoir la paix en fait et la stabilité internationale. Faut arrêter les guerres, même si pour eux ça leur apporte de l'argent en créant des armes et en faisant la guerre. Parce que voilà, je sais plus qui a dit ça, mais en gros, mieux vaut une bonne guerre pour relancer l'économie. Il y a rien de tel quoi. Bref, je pense que pour ceux qui connaissent, vous me direz dans les commentaires. Allez, passons à la deuxième partie, donc qui va concerner l'économie mondiale face aux tensions géopolitiques. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. En 2024, l'économie mondiale, elle est confrontée à des défis majeurs qui résultent donc des tensions géopolitiques qui se sont accumulées avec le temps, des rivalités économiques, des crises énergétiques. Et donc ces facteurs, ils ont des répercussions vraiment significatives sur le commerce international, la croissance économique et la stabilité des marchés financiers. Et donc on va s'intéresser un petit peu à l'impact des conflits et même des rivalités économiques sur le commerce mondial. Les conflits armés, tels que la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient, elles vont perturber forcément les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc ça entraîne des pénuries de matières premières, une opportunité de prix, et par exemple, la guerre en Ukraine, elle a considérablement affecté les exportations de céréales, qui entraînent donc la hausse des prix alimentaires à l'échelle mondiale.
De plus, les rivalités économiques entre grandes puissances, notamment entre les États-Unis et la Chine, se traduisent par des guerres commerciales et même l'imposition de tarifs douaniers. Donc ça freine le commerce international et ça réduit les coûts pour les entreprises et les consommateurs. Penchons-nous un peu sur les conséquences aussi des sanctions économiques et du protectionnisme, puisque les sanctions économiques qui sont imposées aux pays, comme la Russie, ont des effets en cascade sur l'économie mondiale, même si ce que la France a voulu faire à Poutine, bon, ça fait doucement rire, mais bon, ça perturbe quand même les échanges commerciaux, et ça limite l'accès aux marchés financiers, et ça entraîne des répercussions sur les économies qui sont interconnectées. Donc par ailleurs, la montée du protectionnisme, qui est illustrée par des politiques qui visent à favoriser les industries nationales au détriment des importations, cela conduit à une fragmentation du marché mondial et qui entraîne l'efficacité économique globale et qui ralentit la croissance. C'est un peu compliqué, mais encore une fois, vous avez les commentaires pour en parler. On va parler un petit peu aussi des crises énergétiques et de leur impact, parce que là, on y est presque aussi un petit peu. Les tensions géopolitiques, elles influencent également les marchés de l'énergie. Les conflits dans les régions productrices de pétrole et de gaz, ainsi que les sanctions contre des pays exportateurs, vont perturber l'approvisionnement énergétique mondial. Donc ça entraîne une utilisation de prix de l'énergie, cela entraîne en fait une utilisation des prix de l'énergie qui affecte les coûts de production et de pouvoir d'achat des consommateurs. Je vais vous donner un exemple. Les restrictions sur les exportations de pétrole russe, par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure en ricanant, ça a contribué à une augmentation des prix du pétrole qui a impacté les économies dépendantes des importations énergétiques. On s'est fait un petit peu... voilà. Allez, un petit peu quelques chiffres, des données chiffrées sur la croissance mondiale et les prévisions pour 2025. Alors, selon les projections de l'Organisation de coopération et de développement économique, donc l'OCDE, la croissance du PIB mondial devrait rester stable normalement à 3,1% en 2024, donc au même niveau qu'en 2023, puis se redresser légèrement pour atteindre 3,2% en 2025. Toutefois, ces prévisions elles sont soumises à beaucoup d'incertitudes qui sont liées aux tensions géopolitiques et même aux risques économiques mondiaux. Et donc, ça nous amène à parler de ces fameux secteurs qui sont en récession et quelques prévisions économiques. Parlons un peu aussi des secteurs en récession et des prévisions économiques. Alors certaines. Il y a certains secteurs, tels que l'industrie manufacturière en Europe, qui connaissent des diminutions en raison de la baisse de la demande en fait, et même des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Donc par exemple, vous avez l'Allemagne qui devait enregistrer une croissance nulle en 2024, alors qu'elle a connu une légère récession en 2023. En revanche, il y a d'autres secteurs, comme la technologie et les énergies renouvelables, qui continuent de croître et qui sont soutenus par l'innovation et les investissements. Bien sûr, c'est en forte croissance. Donc vous voyez un petit peu sur cette partie de l'épisode, l'économie mondiale en 2024, elle est quand même marquée par pas mal de défis significatifs qui sont liés aux tensions géopolitiques, aux rivalités économiques, aux crises énergétiques et j'en passe. Et donc ces facteurs, ils influencent le commerce international, la croissance économique, la stabilité des marchés. Donc les prévisions pour 2025, il faut rester prudent. Voilà, avec une croissance modérée attendue, mais elle dépend largement de l'évolution des tensions géopolitiques actuelles et des politiques économiques qui sont mises en œuvre pour atténuer ces risques. Parce que vous pourriez avoir des politiques aussi qui en rajouteraient une couche, quoi. Allez, passons à la suite. Alors dans cette partie-ci, nous allons parler de la pauvreté mondiale en 2024 et je vous assure que les chiffres sont vrais et tout est public, vous pouvez rechercher vous-même. En 2024, la pauvreté mondiale, elle demeure un défi majeur et malheureusement ça affecte des milliards de personnes. Et ça reflète donc forcément des inégalités profondes entre les régions et les populations et malgré les efforts internationaux pour la réduire, la pauvreté persiste, exacerbée par divers facteurs tels que les conflits, les crises économiques et les changements climatiques. Alors on va parler un peu de statistiques sur la répartition de la pauvreté et des populations touchées. Donc selon la Banque mondiale, il y a à peu près 700 millions de personnes. Donc ça fait à peu près 8,5% de la population mondiale qui vivent donc avec moins de 2,15 $ par jour. C'est le seuil d'extrême pauvreté. Ce pourcentage, il devrait légèrement diminuer pour atteindre 7,3% d'ici 2030. Mais l'objectif, c'est l'éradication extrême de pauvreté d'ici le plus tôt possible. Voilà, il n'y a pas vraiment de date, mais le plus tôt possible, ça serait avant 2030, bien sûr.
En outre, il y a quand même 3,5 milliards de personnes qui représentent donc 44% de la population mondiale qui vivent avec moins de 6,85 dollars par jour. C'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Et ça, c'est un seuil pertinent pour les pays à revenus intermédiaires supérieurs. Ce chiffre, en fait, il est resté pratiquement inchangé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis les années 90. Donc en raison de la croissance démographique, ce qui signifie en fait que le nombre absolu de personnes vivantes dans la pauvreté n'a pas diminué de manière significative. Parlons un peu de répartition géographique de la pauvreté. La pauvreté, elle est inégalement répartie à travers le monde. Il y a certaines régions qui sont beaucoup plus touchées que d'autres, bien sûr. Vous avez l'Afrique subsaharienne qui concentre une part importante de la population vivante dans l'extrême pauvreté, avec des taux de pauvreté élevés dans des pays comme le Soudan du Sud, Madagascar et la République centrafricaine. En Asie du Sud aussi, vous avez des pays tels que l'Inde, le Bangladesh qui continuent de lutter contre des niveaux significatifs de pauvreté. Et bien que des progrès notables aient été réalisés au cours des dernières décennies. Mais bon, en revanche, il y a des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord qui affichent des taux de pauvreté beaucoup plus faibles et qui reflètent donc des niveaux de développement économique plus élevés et des filets de sécurité, si vous voulez, sociales beaucoup plus robustes, quoi. Parlons un peu des inégalités de richesse. Ça, c'est un point sur lequel je tiens. Les inégalités de richesse, elles restent prononcées à l'échelle mondiale. En 2024, le 1% des plus riches de la population mondiale détient environ 43% de la richesse mondiale totale. Si j'arrive à le faire, je vous mettrai une comparaison à l'écran. Et du coup, cette concentration de la richesse entre les mains d'une minorité, elle contraste fortement avec la situation des milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté. Et de plus, la richesse moyenne par adulte, elle varie considérablement selon les régions. Par exemple, en 2024, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, donc EMEA, affiche une richesse moyenne par adulte d'environ 166 000 dollars. Tandis que la région Asie-Pacifique représente en moyenne 156 000 dollars, donc c'est un peu moins. Et puis les Amériques, environ 146 000 dollars, donc c'est encore moins. Alors, quelles sont les causes principales de cette pauvreté? Alors, vous allez me dire dans les commentaires, je vous laisse vous lâcher si vous le souhaitez, ne soyez pas trop virulent. Mais il y a quand même effectivement plusieurs facteurs qui contribuent à cette persistance de la pauvreté mondiale. Tout d'abord, les conflits armés, j'en parle depuis le début, les guerres et les conflits civils, ils détruisent les infrastructures, ils perturbent les économies locales, ils forcent des millions de personnes à fuir de leur foyer, les plongent dans la pauvreté. Et donc voilà, en 2024, il y a à peu près, comme chiffre j'ai, 450 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, résidant dans des pays en proie à des conflits ou à une grande fragilité. Donc c'est insupportable, quoi. Après, il y a les inégalités économiques. Donc il y a les disparités dans la distribution des ressources et puis des opportunités économiques qui empêchent une grande partie de la population d'accéder à un niveau de vie décent. Donc les systèmes fiscaux et les politiques économiques, elles favorisent les richesses qui exacerbent ces inégalités. Après, vous avez les crises climatiques. Ça, on est un peu gâté en ce moment. Les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations, les tsunamis, etc. soulèvent vraiment des problèmes et des changements profonds, climatiquement parlant, quoi. Ça détruit les moyens de subsistance. Ça, en particulier, par exemple, les communautés agricoles qui dépendent des conditions météorologiques. Vous avez des pandémies, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, à la télé, mais les crises sanitaires mondiales, comme le Covid-19 ou même d'autres maladies, qui ont des impacts dévastateurs sur les économies et les systèmes de santé, et qui poussent forcément des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Alors parlons un petit peu de les objectifs des développements durables et des progrès réalisés, parce qu'il en faut quand même. Les objectifs de développement durable, donc l'ODD, donc des Nations Unies, elles visent normalement à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030. Mais le progrès vers cet objectif est très lent. Les projections actuelles, elles suggèrent plutôt qu'au rythme actuel, il devrait plutôt falloir attendre 100 ans pour sortir de la moitié de la population mondiale de la pauvreté. Vous imaginez quand même, ce chiffre, il est véridique. Il faudrait presque 100 ans pour sortir la plupart de ces gens-là de la pauvreté. Donc il y a des initiatives telles que le programme de graduation du BRAC, je vous mettrai ça à l'écran, qui fournit des actifs productifs et un soutien continu aux individus démunis, et qui ont montré quand même des résultats prometteurs dans la réduction de la pauvreté. Mais bon, pour atteindre les objectifs, il faut une coordination accumulée des efforts soutenus à l'échelle mondiale. Ça, c'est la base, quoi.
Donc la pauvreté mondiale en 2024, c'est quand même un défi complexe, multiforme, enraciné dans des inégalités structurelles exacerbées par des crises récurrentes. Il y a des progrès réalisés qui ont été réalisés, il y a des progrès significatifs qui ont été réalisés dans certaines régions, certes, mais l'éradication complète de la pauvreté, elle nécessite des efforts concertés, des politiques inclusives, une volonté politique forte pour s'attaquer aux causes profondes et promouvoir donc un développement équitable et durable. Allez, continuons avec la prochaine partie qui va concerner donc la faim et la sécurité alimentaire. Alors en 2024, la faim et l'insécurité alimentaire subsistent des défis mondiaux majeurs qui affectent des centaines de millions de personnes et qui compromettent donc les objectifs de développement durable. Alors concernant l'état actuel de l'insécurité alimentaire mondiale, selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qu'on peut prénommer FAO, qui a été publié donc en juillet 2024, eh bien, il y a environ 703 millions de personnes qui ont été confrontées à la faim en 2023, soit une personne sur 11 dans le monde. Et cette situation est particulièrement alarmante en Afrique, où une personne sur 5 est touchée. Alors moi-même, par exemple, je suis petit artisan, comme vous le savez, mais ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir faim. Donc croyez-moi, pendant quelques jours, des fois, j'ai galéré. Concernant les zones les plus appréciées, alors l'Afrique subsaharienne, cette région reste la plus affectée par l'insécurité alimentaire, avec des taux de sous-alimentation élevés, des conflits, des chocs climatiques, des crises économiques exacerbent cette situation. Le Yémen, alors là c'est compliqué aussi, les guerres civiles prolongées, ça a conduit donc à une crise humanitaire sévère, avec des millions de personnes en situation de famine ou de pré-famine. L'Afghanistan aussi, vous avez des bouleversements politiques et économiques qui ont plongé une grande partie de la population dans l'insécurité alimentaire aiguë. Et vous avez donc des programmes internationaux de lutte contre la famine qui ont été mis en place pour essayer de contrecarrer tout cela. Plusieurs initiatives internationales qui vont viser à combattre la faim. Par exemple, vous avez le programme PAM, donc le Programme alimentaire mondial, en 2024. Donc le PAM a intensifié ses efforts pour fournir une aide alimentaire d'urgence à plus de 123 millions de personnes dans 49 pays confrontés à des niveaux critiques de faim. Et ça, vous voyez, c'est des petites nouvelles positives qui sont cool à entendre. Vous avez aussi l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, qui a été lancée donc lors du sommet du G20 à Rio de Janeiro en novembre 2024. Et cette initiative, approuvée donc quand même par 82 pays, vise à s'attaquer en fait aux causes structurelles de la faim, telles que les inégalités sociales et le changement climatique. Bien sûr, nous avons des défis qui restent persistants, parce que malgré ces efforts, il y a plusieurs obstacles qui entravent la lutte contre la faim. Les conflits armés, toujours pareil, les guerres et les violences qui perturbent la production et la distribution alimentaire, et de facto, ça aggrave l'insécurité alimentaire. Les changements climatiques qui vont s'intensifier jusqu'en 2025, peut-être même un peu plus. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations, eh bien, ça diminue les rendements agricoles et ça réduit les moyens de subsistance. Et les crises économiques. Les ralentissements économiques limitent l'accès à la nourriture, en raison de la hausse des prix et de la diminution du pouvoir d'achat. Allez, faisons un point aussi sur les perspectives d'avenir. Donc, à 6 ans de l'échéance de 2030, les tendances actuelles, elles indiquent que le monde n'est pas du tout en voie d'éliminer la faim et l'insécurité alimentaire. Donc ça compromet la réalisation des objectifs de développement durable, donc l'ODD. Il y a des efforts accumulés, une coopération internationale renforcée, des financements adéquats des fois qui ont été apportés. Et selon moi, c'est essentiel pour inverser cette tendance et assurer la sécurité alimentaire pour tous. Donc il faut vraiment y mettre encore plus du sien. Allez, passons à la prochaine partie. Alors dans cette partie, nous allons parler de mortalité et d'espérance de vie. En 2024, la mortalité mondiale et l'espérance de vie, elles présentent des disparités significatives entre les régions. Et ça reflète donc les inégalités socio-économiques et l'accès variable aux soins de santé. Alors, le taux de mortalité qui est exprimé en nombre de décès pour 1000 habitants, en fait ça varie considérablement selon les régions. En 2024, l'Afrique, par exemple, affiche un taux de mortalité de 7,6%, tandis que l'Europe présente un taux plus élevé, de 11,3%. Et cette différence, elle s'explique en fait en partie par la structure d'âge des populations.
En fait, l'Afrique, qui a une population beaucoup plus jeune, enregistre forcément moins de décès proportionnellement, alors que l'Europe, quant à elle, a une population vieillissante, et donc qui connaît un taux de mortalité plus élevé. Concernant l'espérance de vie à la naissance. Alors, l'espérance de vie mondiale en 2024 est estimée à 73,3 ans. Mais cette moyenne, elle masque des disparités régionales notables. Je vais vous donner un exemple. L'espérance de vie en Afrique est de 64 ans, contre 79,3 en Europe. Et donc cet écart, ou ces écarts, ils écartent les différences en matière de développement économique, d'accès aux soins de santé et de conditions de vie. Voilà. Ensuite, parlons un peu des inégalités d'espérance de vie entre pays développés et en développement. En fait, les pays développés, ils bénéficient généralement d'une espérance de vie plus améliorée parce que voilà, ils ont des systèmes de santé avancés, une meilleure nutrition, des conditions de vie favorables. Voilà, on a quand même la belle vie par rapport à d'autres pays beaucoup plus pauvres. Et donc voilà, les pays en développement qui sont confrontés quant à eux à des défis tels que les maladies infectieuses, la malnutrition, un accès limité aux soins, eh bien oui, ils affichent une espérance de vie plus faible. Par exemple, le Tchad et le Nigeria, ont des espérances de vie parmi les plus basses au monde. Parlons un peu des progrès médicaux et de l'impact sur l'espérance de vie. Alors, les avancées médicales ont historiquement contribué en fait à l'augmentation de l'espérance de vie, notamment grâce à la vaccination, aux antibiotiques, au traitement des maladies chroniques, etc. Mais il y a des études donc assez récentes qui ont entraîné un ralentissement de cette progression, en particulier dans les pays riches. C'est assez bizarre. Et donc ce phénomène, il pourrait être attribué aux limites biologiques de la longévité humaine, par exemple, et aussi à l'impact de facteurs tels que le vieillissement de la population. Donc vous voyez, la mortalité et l'espérance de vie cette année, en 2024, c'est vraiment le reflet de multiples facteurs qui va de conditions socio-économiques aux avancées médicales. Et donc, pour continuer à améliorer ces indicateurs, eh bien, il est essentiel de renforcer les systèmes de santé, de promouvoir des modes de vie sains, de s'attaquer aux inégalités persistantes entre les différentes régions du monde. Allez, continuons avec la prochaine partie. Je vous avais dit, cet épisode est assez conséquent et riche en informations. Alors, on va parler un peu de natalité et de croissance démographique. Donc cette année en 2024, la dynamique démographique mondiale, elle présente des contrastes marqués entre les régions, comme je vous l'ai souvent répété. Ça influence donc les perspectives socio-économiques, environnementales à l'échelle globale. Alors on va se concentrer un peu rapidement sur les taux de natalité mondiale et la répartition géographique. Alors le taux de natalité mondiale, il est estimé à peu près à 16,2 naissances pour 1000 habitants. Mais bon, cette moyenne, elle masque des disparités significatives entre les continents. Prenons comme d'habitude l'exemple de l'Afrique qui affiche le taux le plus élevé avec 30,8%, tandis que l'Europe, lui, il enregistre le taux le plus bas à 8,4%. Donc au sein de l'Afrique, des pays comme le Niger, la Somalie, le Tchad, eux, ils présentent des taux de natalité parmi les plus élevés au monde. Ça dépasse souvent les 40%. Donc en revanche, il y a des nations asiatiques très développées, telles que le Japon et la Corée du Sud, qui, eux, connaissent des taux de natalité plus faibles, qui sont même inférieurs à 7%. Donc voilà. Faisons quelques prévisions démographiques pour 2030. Je voulais insérer cette partie-là aussi dans l'article, selon moi, c'est très intéressant. Selon les projections des Nations Unies, donc la population mondiale, elle devrait atteindre environ 8,5 milliards d'années. Je suis sur Astro-Curie, désolé. Elle devrait atteindre 8,5 milliards d'habitants en 2030, contre 8,2 milliards en 2024. Et donc cette croissance, elle sera principalement concentrée dans des régions en développement, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. En Afrique, la population elle devrait augmenter normalement de manière significative, avec des pays comme le Nigeria qui connaissent une croissance démographique rapide. Et à l'inverse, il y a certaines régions de l'Europe et d'Asie de l'Est qui pourraient voir leur population stagner ou même diminuer en fait en raison de faibles taux de natalité et d'une population vieillissante. Faisons un point aussi sur les implications socio-économiques de cette croissance démographique. Une croissance démographique rapide, elle peut exercer une pression en fait sur les ressources naturelles. Et même, je pourrais rajouter aussi les infrastructures et les services sociaux. Donc dans les pays en développement, cela peut se traduire par des défis accumulés en matière d'éducation, de santé et d'emploi. Donc par exemple, j'aime bien reprendre un petit peu le Nigeria aussi, qui eux donc ont une augmentation annuelle de 5 à 6 millions de naissances,
par an. Donc ça fait face quand même à des défis majeurs pour fournir des services de base à sa population croissante. Et en revanche, les pays qui sont confrontés donc à un déclin démographique, eux, ils doivent relever les défis qui sont liés au vieillissement de la population, tels que la diminution de la main-d'œuvre active et l'augmentation des dépenses de santé et des retraites. Je pense que c'est d'actualité. Et donc le Japon, où il y a presque 30% de la population qui a quand même plus de 65 ans. Et ça illustre un peu ces enjeux. Alors concernant les défis environnementaux associés à cette croissance démographique, eh bien la population mondiale en augmentation, elle exerce donc une pression accrue sur l'environnement, je pense que tout le monde s'en doute, notamment en termes de consommation de ressources, de production de déchets, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et donc la gestion durable de cette croissance, elle est essentielle pour atténuer les impacts environnementaux et puis même assurer un avenir viable pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc les tendances démographiques mondiales en 2024 révèlent quand même des disparités significatives, ça rassure pas, je peux l'admettre, entre les régions, et donc chacune qui sont confrontées à des défis uniques, et le fait de comprendre et d'avoir une bonne gestion de ces dynamiques, c'est crucial pour élaborer des politiques adaptées qui vont viser justement à promouvoir un développement durable et équitable à l'échelle mondiale. Allez, poursuivons maintenant notre analyse sur les projections pour les 10 prochaines années, donc en ce qui concerne les guerres et les conflits potentiels. Alors ce sont des projections, des prévisions, selon mes dires. Bien sûr, ça ne reflète pas la réalité, je me base uniquement sur ma façon d'interpréter les choses et sur les éléments que j'ai, mais bien sûr, chacun a sa propre interprétation. Alors en 2024, la scène géopolitique mondiale, elle est marquée quand même par des tensions qui se sont accumulées et des conflits persistants. Ça influence donc profondément l'économie mondiale, la sécurité alimentaire, les dynamiques démographiques. Et donc, les relations entre grandes puissances, donc notamment les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Union européenne, c'est caractérisé par une concurrence stratégique intense, exacerbée par des différends commerciaux, technologiques, territoriaux. Et donc, les dépenses militaires mondiales continuent d'augmenter, elles explosent même. Et donc, ça reflète en fait une course aux armements, à une militarisation croissante des zones stratégiques. Et encore, dans cet article, je vous parle même pas des technologies spatiales. Donc, les conflits en cours, tels que ceux en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique, elles ont des répercussions humanitaires dévastatrices. Ça entraîne des déplacements massifs de population, ça exacerbe les crises alimentaires et sanitaires. Les sanctions économiques imposées dans le cadre de ces conflits, ça perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, comme je vous l'ai dit. Ça contribue à l'inflation et à l'insécurité alimentaire dans plusieurs régions. Et donc la pauvreté mondiale reste un défi majeur, avec des inégalités de richesse flagrantes entre et au sein des nations. Et donc les causes profondes de la pauvreté, telles que les conflits, les inégalités économiques, les crises climatiques, les pandémies, nécessitent une attention urgente et des solutions durables. Donc l'insécurité aussi alimentaire, elle touche des centaines de millions de personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en particulier dans les zones de conflit et les régions vulnérables au choc climatique. Donc les efforts internationaux, s'il y en a, bien que significatifs, mais je pense qu'ils pourraient faire mieux, peinent à répondre en fait à l'ampleur du problème. Et à des sanctions coordonnées, et même des sanctions coordonnées sont essentielles même pour atteindre les objectifs de développement durable qui sont liés à la faim. Donc les taux de mortalité et l'espérance de vie, eux, quant à eux, ils varient considérablement selon les régions. Ils reflètent les inégalités en matière de santé, de nutrition, d'accès aux services essentiels. Les progrès médicaux ont amélioré l'espérance de vie dans de nombreuses régions, mais il y a des défis qui subsistent, notamment les maladies infectieuses, les conflits et les catastrophes naturelles. Les tendances démographiques mondiales montrent des taux de natalité élevés dans certaines régions, mais qui entraînent une croissance démographique rapide, tandis que d'autres connaissent un déclin. Donc ça pose des défis socio-économiques bien distincts. Et la gestion de ces dynamiques, elle est cruciale donc pour assurer un développement durable et équilibré. Les projections donc pour la prochaine décennie, selon mes dires, indiquent que les risques accumulés de conflits, donc notamment en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, en raison de rivalités géopolitiques, de la compétition pour les ressources naturelles et des tensions éthiques et religieuses, s'avèrent critiques. La cybersécurité et les technologies émergentes, elles vont jouer un rôle énorme, crucial, central dans les futurs conflits. Ça, c'est sûr. Et vous avez pu le voir même avec les drones. Donc face à ces défis, il y a quand même une coopération internationale qui est indispensable pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable.
Des politiques inclusives, le respect des droits de l'homme et des efforts concertés pour réduire les inégalités sont essentiels pour construire un avenir plus stable et prospère pour tous. Donc la situation géopolitique à l'état de notre monde en 2024, c'est très complexe et interconnecté, je pense que vous avez tous compris ça, et ça nécessite donc une approche holistique et collaborative pour relever les défis actuels et futurs. Et donc, de toute façon, la communauté internationale, elle doit agir de manière proactive et coordonnée pour assurer un avenir pacifique et durable. Alors, concernant l'évolution des tensions mondiales, les 10 prochaines années, elles s'annoncent marquées par une montée en puissance de conflits latents et de nouvelles rivalités géopolitiques. Vous allez voir, c'est assez complet tout ce que je vous ai écrit. Les facteurs qui déclenchent ces guerres ou ces conflits, ils incluent donc les ressources naturelles, les avancées technologiques et les crises énergétiques, et même l'instabilité économique. Alors les régions à risque, il y a les points chauds mondiaux, donc la mer de Chine méridionale. Pour moi, cette zone, elle demeure l'une des plus dangereuses en raison des revendications territoriales qui sont opposées, en fait, qui sont données, dictées par la Chine et à des pays voisins comme les Philippines ou le Vietnam. Donc là-bas, c'est quand même très chaud. La Chine, elle continue de militariser des îles artificielles aussi, pour asseoir son contrôle stratégique sur ces régions clés pour le commerce mondial. Et vous verrez pas ces images sur Google Maps, tout est caché. Et le risque potentiel, bien sûr, c'est un conflit militaire entre la Chine et les États-Unis, avec Taïwan en plus, n'oubliez pas Taïwan, comme principal point de friction. Au Moyen-Orient, vous avez l'Iran et Israël. Alors, ils continuent de s'affronter à travers des milices régionales et des attaques ciblées. Les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour la suprématie régionale pourraient entraîner des escalades militaires. Donc le scénario possible, ça serait qu'il y aurait une augmentation des cyberguerres et des attaques sur les infrastructures énergétiques. En Afrique subsaharienne aussi, vous avez la région du Sahel qui demeure le théâtre d'insurrections djihadistes, qui est exacerbé par des conflits intercommunautaires. Le bassin du Congo qui pourrait devenir un point chaud en raison de la compétition pour des ressources comme le cobalt et les terres agricoles. En Europe de l'Est, vous avez les guerres en Ukraine qui pourraient s'étendre géographiquement si les tensions avec l'OTAN et la Russie s'intensifient. Et donc, selon moi, le scénario critique, ça serait des répercussions économiques et politiques sur les pays européens frontaliers. Et vous avez des facteurs déclencheurs aussi des futurs conflits qui pourraient y avoir lieu. Par exemple, les crises énergétiques et hydriques. En gros, vous avez les ressources naturelles, donc le pétrole, le gaz, l'eau potable, qui vont rester des causes majeures de tension. Le Nil, par exemple, et le Tigre et l'Euphrate sont des exemples de bassins hydrographiques susceptibles de provoquer des affrontements régionaux pour le contrôle de l'eau. Après, vous avez aussi les technologies émergentes et puis la cyberguerre. Les cyberattaques, elles vont devenir une arme centrale, banale, dans les conflits modernes. Et ça visera les réseaux énergétiques, financiers et gouvernementaux. Et donc, il y a des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie qui intensifient leurs capacités dans le domaine de la cybersécurité offensive. Et ce qu'il faut comprendre, très chères auditrices et très chers auditeurs, c'est que la militarisation, elle s'accroît. Les budgets militaires, ils explosent. Moi, je vous le dis, d'ici 2030, les dépenses mondiales en défense, elles devraient dépasser 3000 milliards de dollars. Donc la course aux armes autonomes, donc les drones, l'IA militaire, etc., ça risque d'introduire des nouveaux paradigmes dans les conflits futurs. Et donc, concernant des projections un peu chiffrées, basées sur des études internationales, selon le CIPRI et l'ONU, les scénarios suivants se dessinent. Vous avez l'augmentation des conflits armés. Donc en 2030, près de 70 conflits armés pourraient être actifs si les tensions actuelles ne sont pas résolues actuellement. Et le nombre de déplacés va être de 100 millions de personnes qui pourraient être donc déplacées par des guerres ou des crises climatiques. En termes de cybersécurité, les cyberattaques majeures devraient augmenter de 300%, touchant principalement les secteurs énergétiques et financiers. Le rôle des nouvelles technologies dans les futurs conflits. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Les armes autonomes et l'IA militaire. Vous avez des robots tueurs qui existent déjà et des systèmes d'armes autonomes qui risquent de changer la nature des affrontements. Vous avez des robots chiens maintenant, tout un tas de robots qui peuvent partir en mission. Bref, si j'ai l'occasion, je vous mettrai une photo à l'écran. Et donc le problème éthique majeur, c'est que ces armes elles pourraient agir sans contrôle humain. Et ça poserait des risques considérables.
Alors les cyberguerres, les États, ils investissent massivement dans la défense et l'attaque numérique. Et donc les cyberattaques, elles peuvent paralyser un pays sans intervention physique et ça peut même être très dangereux. Voilà, même s'il y a des systèmes de sécurité un peu partout, le fait de couper comme ça le contact, ça peut créer des dommages collatéraux très importants. Et donc la conquête de l'espace, je vous ai rajouté quand même ce petit bout, il fallait en parler quand même. La militarisation de l'espace, j'en parlais tout à l'heure, avec des satellites espions, des armes anti-satellites, et je vous en passe, parce qu'il y a d'autres types d'armes qui existent, qui pourraient entraîner une guerre spatiale entre puissances mondiales. Alors quelles sont les solutions pour éviter justement ces conflits? Eh ben, la prévention des conflits, elle passe par plusieurs initiatives. Il va falloir tout d'abord renforcer cette coopération internationale pour la gestion des ressources et la désescalade des tensions. Mais bon, franchement, honnêtement, j'y crois pas trop en ce moment. Réglementer l'utilisation des armes autonomes et puis des cyberattaques pour éviter des guerres incontrôlables. Et bon, quand vous avez des pirates, je vous parle de vrais pirates, sur des bateaux qui attaquent d'autres bateaux en plein océan, je vous assure, ça fait bizarre, quoi. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de loi, quoi. Je trouve ça vraiment incroyable. Enfin bon, bref. Il va falloir aussi favoriser le dialogue entre grandes puissances pour résoudre les différents, on va dire, qu'il pourrait y avoir entre les différents partis politiques ou les différents pays. Parce que voilà, s'ils ne font rien, tout va exploser. Et il va falloir quand même discuter, quoi. Et donc les 10 prochaines années, elles seront quand même déterminantes pour cette stabilité mondiale. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple de 10 ans, puisque des actions immédiates et concertées sont essentielles en fait pour éviter un monde qui va être marqué, je vous l'assure, par des conflits qui ne cesseront jamais et des souffrances accumulées avec le temps. C'est triste, mais voilà, il va vraiment falloir prendre le taureau par les cornes. Allez, passons maintenant à la dernière partie donc, de cet épisode, les perspectives d'avenir et les solutions potentielles. Alors, il va falloir faire face aux défis géopolitiques, économiques et sociaux actuels. Donc, il va falloir impérativement adopter des stratégies globales et inclusives pour promouvoir la paix, la prospérité et le développement durable. Et même, comme je l'ai dit tout à l'heure un peu indirectement, prendre le taureau par les cornes et le forcer à faire ce que le peuple demande. Et donc dans cette partie-ci, on va essayer de proposer quelques solutions concrètes pour atténuer, si possible, ces tensions internationales, éradiquer la pauvreté, c'est un grand mot bien sûr, je vous l'accorde, et assurer une croissance mondiale stable. Tout d'abord, renforcer la coopération internationale. Ça, c'est vraiment important. La collab entre les nations est essentielle pour maintenir la paix et la sécurité mondiale. Les organisations internationales, telles que l'ONU, vont jouer forcément un rôle crucial en facilitant le dialogue et en coordonnant les efforts pour prévenir les conflits. Donc leur mission, elle englobe la prévention des conflits, le maintien de la paix et la consolidation post-conflit. Après, vous avez la réduction des inégalités et l'éradication de la pauvreté. Donc, pour combattre efficacement cette pauvreté, il est essentiel, strictement nécessaire, de s'attaquer aux inégalités structurelles. Il faut avoir des politiques fiscales équitables. Il faut l'instauration d'impôts progressifs. Il faut redistribuer les richesses de manière plus juste. Par exemple, des pays comme l'Argentine et la Bolivie ont mis en place des impôts exceptionnels sur les grandes fortunes pour financer les programmes sociaux. Ensuite, la promotion du développement durable. Il faut en parler. Il faut en parler même à l'école, aux plus petits. L'adoption de pratiques durables est essentielle pour assurer une croissance économique inclusive tout en préservant l'environnement. Il faut parler de ce genre de choses à l'école plutôt que de parler que je peux changer de sexe. Non mais on est en train de nous prendre la tête aux informations comme quoi que des enfants peuvent, s'ils le souhaitent, changer de sexe sans demander l'avis de leurs parents. Non mais dans quel monde on vit? Non, apprenons à nos enfants plutôt comment respecter l'environnement. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue, mais bon, c'est pour ça que je vous dis, on marche sur la tête, c'est complètement bizarre. Donc, les objectifs de développement durable, donc de l'ODD, donc des Nations Unies, offrent une feuille de route pour éliminer la pauvreté et protéger la planète et garantir cette prospérité qu'on recherche tous d'ici 2030. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est ce qu'ils écrivent, mais ce n'est pas forcément la réalité, bien sûr. Il peut y avoir d'autres points sur lesquels on pourrait discuter. Il va falloir aussi faire un renforcement des systèmes de protection sociale. Il va falloir mettre en place des systèmes de protection sociale universels pour protéger les populations vulnérables contre les chocs économiques et sociaux. Donc ça inclut
l'accès universel aux soins de santé, à l'éducation et aux filets de sécurité sociale pour réduire la pauvreté et les inégalités. Donc ça demande une participation de tous, bien sûr, mais des plus riches en priorité. Et à faire promouvoir de la diplomatie et du dialogue. La diplomatie, c'est l'outil, pour moi, enfin selon moi, essentiel pour résoudre les différends qu'il peut y avoir entre tous les corps internationaux, tous les pays du monde. Et donc peut-être potentiellement prévenir des conflits. Et donc ça facilite la communication entre les nations, ça va favoriser la compréhension mutuelle, dans le meilleur des cas bien sûr, et permettre de trouver des solutions pacifiques aux tensions géopolitiques, même si c'est effectivement très très compliqué, je l'admets. Il va falloir investir dans l'éducation et l'innovation. L'éducation, pour moi, c'est le levier puissant, c'est le plus puissant pour le développement économique et social. Il faut investir dans l'éducation et la formation professionnelle pour permettre de doter en fait de capacités aux individus, de compétences nécessaires pour participer activement à l'économie mondiale et contribuer à l'innovation, mais même aussi, c'est important, la connaissance. J'en parle peut-être pas assez souvent dans mes épisodes, mais la connaissance, selon moi, c'est très très important. Il faut connaître un peu de tout. Il va falloir adopter aussi des politiques climatiques ambitieuses, parce que là, on n'y est pas encore. Le changement climatique, il exacerbe les inégalités et les tensions géopolitiques. Et donc, des politiques climatiques ambitieuses, telles que la transition vers les énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sont essentielles pour atténuer les impacts du changement climatique et promouvoir un développement durable. Et il va falloir aussi un renforcement de la gouvernance mondiale. Une gouvernance mondiale efficace. Elle est vraiment nécessaire en fait pour coordonner les efforts internationaux pour viser à résoudre les problèmes transnationaux. Et ça implique de renforcer les institutions internationales et de promouvoir la coopération multilatérale en fait pour faire face aux défis mondiaux. Donc vous comprenez bien, je l'espère, du moins j'espère, que cette complexité de ces fameux défis mondiaux actuels qu'on a, il nécessite une approche holistique et coordonnée. Et en renforçant en fait cette coopération internationale et en adoptant des politiques inclusives et durables, et même en investissant dans le capital humain, la communauté mondiale peut progresser vers un avenir plus pacifique, prospère et équitable. Et c'est ainsi que se finit donc cet épisode. Alors voilà, je vous ai créé cet article et ça m'a pris quand même pas mal de temps, il est très conséquent, mais sachez que toutes ces informations sont véridiques, elles sont publiques, vous pouvez les rechercher vous-même. Et bien sûr j'aurais pu pousser un peu plus, mais bon, on va pas non plus abuser, je pourrais donner encore plus de détails. Comme d'hab, si vous avez des informations ou même un commentaire spécifique à l'épisode, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et même si vous avez des informations en plus à rajouter, ça c'est... De toute façon, moi, comme je vous le dis, j'aime bien vous lire le matin, j'adore les petits messages que je reçois, c'est très cool. Et donc voilà, j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. Prenez tous soin de vous, et on se revoit normalement prochainement. Je vous ai préparé le prochain quiz, donc je crois que c'est le 15 et le 16. Et vous allez avoir aussi un autre épisode sur la science-fiction qui devrait prochainement arriver. Et puis voilà, on va continuer un peu progressivement, tranquillement, les autres épisodes sur la playlist, toutes les playlists que j'ai pu, que je n'ai pas fini et qu'il faut que je continue car je suis à la bourre partout. Prenez tous soin de vous et ciao ciao.